se mette en place et qu'on ouvre la diffusion internationale de cet événement. Je salue tous ceux que je connais et y compris ceux que je ne connais pas. Je suis ravie de vous voir tous ici dans ce moment important. Bien, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. S'il y avait encore une personne pour en douter, s'il était encore quelqu'un d'assez fou ou d'assez malhonnête pour ne pas voir la vérité scientifique en face, voilà une nouvelle réponse de la science. Et le constat des meilleurs scientifiques du monde entier est sans appel. Notre planète est en train de dépérir et le temps pour sauver ce qui peut l'être est compté. La décennie qui s'est achevée a été la plus chaude depuis 125 000 ans. La concentration de CO2 dans notre atmosphère est au plus haut depuis 2 millions d'années. Et tout cela, ce ne sont pas que des chiffres qui donnent le tournis. Ce sont déjà des réalités concrètes à l'échelle de nos vies humaines et des réalités partout sur la planète. Ce sont ces glaciers qui fondent, le Groenland et l'Antarctique qui disparaissent dans cette mer, à certains endroits du globe, qui montent et menacent les habitations. Ce sont ces pluies, ces inondations qui donnent aux villes qui en sont victimes l'air de sortir d'un bombardement. Ce sont ces canicules, ces sécheresses, ces incendies qui tuent et ravagent le monde. C'est ce temps qui s'accélère bien plus que nous ne pouvions l'imaginer. Oui, si certains pouvaient encore en douter, ce rapport du GIEC le confirme, le temps pour agir est compté. Ce premier bilan, 6 ans après l'accord de Paris, est amer. Nous allons atteindre les plus 1,5 degrés 10 ans plus tôt que prévu, dès le début des années 2030. Et les efforts pour se mettre sur la bonne trajectoire seront forcément plus durs et les changements plus brutaux. Mais ne cachons pas les mots. Il y a quelque chose de proprement abyssal à contempler ainsi collecter, compiler, rassembler les conséquences de 2 siècles de l'influence de l'homme sur la planète. Et devant cela, on pourrait être tenté de dire « bon, bah alors tant pis, c'est fichu, c'est fini ». Mais nous ne pouvons pas nous y résoudre parce que nous avons encore notre destin entre nos mains. Et pour y arriver, nous connaissons la solution. Sortir de la dépendance aux énergies fossiles, préserver le vivant et réduire immédiatement et à très grande échelle toutes nos émissions. Alors bien sûr, il faut prendre conscience que le dérèglement est déjà là et que la fonte des calottes glaciaires se poursuivra malheureusement bien au-delà de nos propres existences. Mais nous pouvons, en redoublant d'efforts, sauver notre monde en commun. Et c'est cela que la femme politique que je suis veut retenir de cette nouvelle alarme. Dans cette bataille, pour sauvegarder la possibilité même d'un avenir, la France a toujours été en première ligne. En première ligne d'abord pour soutenir la science et les scientifiques. Parce que nous avons besoin de ce travail objectif, rigoureux et transparent pour avancer. Parce que les décideurs ont besoin de la science pour prendre la pratique depuis sa création en 1988, se sont avérés justes. Qui aurait pu imaginer, dans un pas si lointain passé, que la température dépasse un jour 50 degrés au Canada, que de graves inondations produiraient autant de dégâts en Allemagne, en Belgique ou bien en Chine, ou encore que des feux gigantesques ravagent d'immenses régions, notamment la Sibérie, pendant des semaines, voire des mois. En première ligne, notre pays l'est aussi pour apporter sa pierre à la plus grande transformation que la civilisation humaine n'ait jamais connue. Car ce dont on parle, c'est bien d'inventer un autre rapport au monde, une nouvelle manière d'habiter la Terre, et cela en quelques années, après plusieurs siècles de civilisation fossile. Face à la gravité de l'enjeu, la France a pris des mesures volontaristes tout au long de ce quinquennat, à travers notamment la loi d'orientation des mobilités, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, l'adoption d'un budget vert, les stratégies de décarbonation du plan d'investissement d'avenir, la sortie du charbon et le soutien aux énergies renouvelables, au travers de France Relance, qui consacre 30 milliards d'euros à la transition écologique. Et tout récemment, et je suis fière de son adoption,
la loi climat et résilience issue des travaux de la Convention citoyenne pour le climat qui contribuera à faire entrer l'écologie et la lutte contre le changement climatique dans la vie quotidienne des Français. Alors bien sûr, vous me connaissez, vous ne m'entendrez jamais dire que le combat écologique est terminé. Je mesure parfaitement l'ampleur du défi et le chemin qu'il nous reste à parcourir. Mais le fait est que la France ne fait pas partie de ceux qui restent les bras croisés. Le fait est que notre pays change, que l'écologie y avance. Alors maintenons nos efforts chaque jour et jusqu'au bout. Et bien sûr, cette bataille, elle dépasse aussi nos frontières. Elle est par essence mondiale. Nous n'y arriverons que si toutes les nations, et en particulier les grands émetteurs, prennent leurs responsabilités, s'unissent pour trouver des solutions et agissent avec fermeté et résolution pour les mettre en œuvre. Concrètement, pour nous, ça veut dire déjà agir au niveau européen. Et je le dis haut et fort à tous ceux qui décriaient le renforcement récent des politiques climatiques de la France et de l'Union européenne en nous disant que c'était inutile, que cela casserait la reprise, ou que sais-je encore. Oui, je le dis, ce premier volume du rapport du GIEC justifie à lui seul tout cela et appelle à faire bien plus encore. L'Union européenne a rehaussé son ambition en portant son objectif de réduction des émissions nettes à moins de 55% d'ici 2030 par rapport à 1990. C'est la trajectoire la plus ambitieuse du monde et l'Europe assume désormais une forme de leadership moral et politique. Et si elle sait faire la démonstration que notre économie peut devenir bas carbone, elle entraînera dans son sillage les plus grands pays émetteurs et en tirera d'importants bénéfices. Et c'est une lourde responsabilité, mais nous devons l'assumer. La France y prendra toute sa part dans le cadre de la présidence du Conseil qu'elle exercera dès janvier prochain. Dans quelques semaines, à Glasgow, près de 200 pays se rassembleront pour revoir leurs objectifs de baisse d'émissions. Et avec ce récent rapport du GIEC, personne ne pourra plus se contenter de fermer les yeux ou de regarder ailleurs. Plus aujourd'hui, plus maintenant et plus devant l'état d'urgence absolu dans lequel se trouve notre planète. Au fond, le GIEC nous montre, une fois de plus, ce que nous savons depuis longtemps. Nous vivons sur une planète aux ressources limitées, une planète au bord de l'épuisement et nous faisons partie intégrante d'un ensemble. Oui, l'humain n'existe pas en lui-même, affranchi du réel. Et c'est bien pour cela que nous devons mener de front les deux grandes batailles de notre génération, celle du climat et celle de la biodiversité. Parce que la biodiversité, ce n'est pas seulement cette prodigieuse nature qui nous nourrit, qui nous émerveille, qui nous transporte, c'est notre allié le plus précieux pour éviter le pire. Les océans, les forêts, les mangroves, les sols capturent du carbone, le séquestrent et nous permettent d'éviter de précieux degrés de réchauffement. Urgence du climat et urgence du vivant sont donc liées et notre destin collectif est conditionné par notre réponse à ces deux crises. Aucune des deux ne pourra être résolue avec succès si les deux ne sont pas abordés ensemble. Et ce n'est pas moi qui l'affirme, ce sont 50 scientifiques du climat et de la biodiversité, le GIEC et l'IPBES, dans un rapport publié en juin dernier. Et c'est pourquoi la France agit avec détermination pour protéger la biodiversité. Après-demain s'ouvrira à Marseille le Congrès mondial de l'UICN. C'est un événement international majeur qui doit nous permettre de fédérer, de mobiliser, de créer les consensus qui feront date quelques mois plus tard, lors de la COP15, pour mettre un coup d'arrêt à l'extinction de masse de la biodiversité. Alors voilà, mesdames et messieurs, en quelques mots, ce que je voulais vous dire en introduction de l'intervention de la paléoclimatologue Valérie Masson-Delmotte, coprésidente du groupe 1 du GIEC. Et je suis particulièrement heureuse de l'accueillir. Je la remercie chaleureusement d'avoir accepté notre invitation pour venir mettre en perspective les enseignements des 3 derniers rapports du GIEC. Chère Valérie, la France est fière du rôle essentiel que vous avez joué dans le processus d'élaboration du premier volume de ce 6e rapport d'évaluation qui vient d'être rendu public. En tant que coprésidente avec votre homologue chinois, Pan Mao Zai, du groupe de travail qui a rédigé ce rapport, vous en avez assuré la coordination scientifique. Merci pour ce remarquable et précieux travail. Et à travers vous, chère Valérie, je souhaite remercier aussi tous les auteurs de ce rapport, et notamment les 11 auteurs français,
qui travaillent en France, ainsi que leurs organismes scientifiques de rattachement. Et indirectement, je remercie aussi les dizaines de milliers de scientifiques en France et ailleurs qui produisent au quotidien les connaissances sur lesquelles, le fondement desquelles, le GIEC établit ses rapports. Chère Valérie, je vous laisse la parole. Je vous la laisse à vous et à vous seul pour donner toute sa place à la science. Je vous remercie. Bonsoir, merci infiniment Madame la Ministre d'avoir organisé cet événement et du soutien constant du gouvernement français pour la préparation de ce rapport du groupe 1 du GIEC. Donc celui-ci porte sur les bases physiques du changement climatique et il sera suivi début 2022 par les rapports du groupe 2 sur les risques, les vulnérabilités, les options d'action en matière d'adaptation et celui du groupe 3 sur les options d'action en matière d'atténuation, donc vis-à-vis de la baisse des émissions de gaz à effet de serre. L'œuvre d'art qui figure sur la page de couverture de ce rapport a été produite par une artiste américaine qui a été inspirée d'une des figures scientifiques figurant dans le résumé à l'intention des décideurs. Et cette vue d'ensemble met en évidence l'un des messages les plus importants de ce rapport. Le changement climatique affecte déjà toutes les régions de notre planète et chaque fraction de réchauffement supplémentaire affectera de plus en plus chaque région de multiples façons. Notre rapport fournit des informations clés sur le changement climatique à l'échelle de chaque région, de sorte à pouvoir en tenir compte pour agir en ne regardant pas simplement dans le rétroviseur, mais en tirant parti des connaissances scientifiques concernant ce à quoi nous pouvons nous attendre. Vous le savez, le GIEC ne mène pas de nouvelles recherches, et les centaines de scientifiques qui ont travaillé sur ce rapport, les 234 auteurs principaux, les contributeurs, mais aussi les milliers de relecteurs, sur plusieurs phases de relecture et qui ont fourni 78 000 commentaires, ont joué un rôle clé dans la rigueur, l'exhaustivité, la transparence de cette évaluation. Les conclusions des rapports du GIEC s'appuient sur l'examen de plus de 14 000 publications scientifiques et chaque conclusion est traçable aux publications et aux éléments passés en revue et exprimés avec un niveau de confiance. Je souligne également qu'au cours de la préparation de ce rapport, une sorte de marathon sur 3 ans, nous avons changé les manières de procéder. Vous avez là la 3e des réunions physiques des auteurs, qui normalement se réunissent 4 fois pendant 5 jours pour cette somme de travail, tout en travaillant à distance pour le reste. Et nous avons été touchés de plein fouet lorsque notre 2e version de rapport a été produite par la pandémie. Nous avons donc inventé une nouvelle méthode de travail, tout en renforçant la participation et l'inclusivité en ligne. Vous voyez que les photos des réunions ont un peu changé de style. Et cela a abouti à un processus d'approbation en ligne sans précédent. Ça n'est jamais arrivé d'avoir l'approbation d'un rapport scientifique de ce type à distance. Pendant 2 semaines, la petite équipe de coordination s'est réunie à Évry. On a fait notre bulle sanitaire à nous. Et je remercie le dévouement de mon coprésident chinois, Pan Maojai, qui a fait 1 semaine de quarantaine pour venir ici, 2 semaines de travail non-stop, en tenant compte des différents fuseaux horaires, et 3 semaines de quarantaine à son retour en Chine. Il peut enfin revenir chez lui aujourd'hui. On nous a dit que ce ne serait pas possible de faire une approbation en ligne, mais nous l'avons fait grâce au soutien des représentants de tous les pays. Et le projet de résumé pour décideurs que nous avons apporté a été renforcé avec des informations plus précises concernant un ensemble de régions, de sorte à fournir les informations pertinentes pour toutes les régions du monde. Je liste ici les auteurs français qui travaillent en France, mais pour l'un d'eux aussi au Royaume-Uni, et qui ont joué un rôle clé. Il faut comprendre que pour un auteur principal, c'est environ 1/3 de son temps de travail passé à préparer ce rapport. Pour les 3 coordinateurs et coordinatrices de chapitre, c'est plus d'un mi-temps. Et ils ont souvent travaillé à temps plein, sans compter leurs heures jour et nuit, week-end compris, pour ce travail-là. Je les porte à votre attention parce que ce sont ceux qui connaissent mieux l'état des lieux scientifiques. Ce sont des ressources précieuses qui ne demandent qu'à être mobilisées davantage. Depuis le précédent rapport de notre groupe en 2013, les sciences du climat ont connu des avancées considérables dans le monde entier. Certaines lacunes dans les observations ont été comblées.
On a également des meilleures reconstitutions des variations passées du climat, avant la période des observations directes. Les modèles climatiques ont été améliorés, modèles globaux, mais aussi modèles régionaux, et de nouvelles manières de combiner de multiples sources d'informations scientifiques ont vu le jour. En conséquence, nous reflétons dans ce rapport l'image la plus claire que l'on ait du fonctionnement du climat de la Terre et des conséquences des activités humaines sur celui-ci. Nous fournissons dans ce rapport des connaissances décrivant comment le climat a évolué dans le passé, comment il évolue actuellement sous une influence humaine croissante et comment il peut évoluer à l'avenir en fonction des choix et des actions qui sont mises en œuvre. Bien sûr, nous savons depuis des décennies que le climat se réchauffe, mais les changements récents que nous observons sont généralisés, ils concernent toutes les régions, rapides et s'intensifient. Cela concerne des tendances, mais aussi des événements extrêmes à fort impact. Certains des changements que nous observons aujourd'hui sont sans précédent depuis des milliers d'années ou jamais vus auparavant. Pour mesurer l'évolution du climat, on peut prendre en compte chacun des compartiments de la machine climatique, l'atmosphère, l'océan, les surfaces continentales, les glaces, ce qu'on appelle la cryosphère. Par la suite, je mettrai l'accent sur un indicateur clé, la température moyenne à la surface de la Terre, moyennée sur une période d'une décennie, 2 décennies, par rapport à la moyenne sur la période de référence approximativement pré-industrielle, 1850-1900. Donc, à partir de cet indicateur clé, vous voyez la moyenne de l'ensemble des jeux de données disponibles, et vous pouvez voir que chacune des dernières 4 décennies a été successivement la plus chaude jamais mesurée. Si l'on prend la toute dernière décennie, nous estimons le niveau de réchauffement à 1,1 degré par rapport à la période pré-industrielle. Cette température n'est pas le seul aspect qui est modifié, et beaucoup des conséquences du réchauffement climatique dépendent de ce niveau de réchauffement planétaire. Regardons maintenant les simulations de l'évolution du climat depuis 1850, prenant en compte en vert les facteurs naturels seuls, l'activité du Soleil et ses petits cycles, de temps en temps une éruption volcanique majeure qui a un effet temporaire refroidissant. Vous voyez que c'est important d'une année à l'autre, mais cela n'affecte en rien les tendances à l'échelle du siècle. Si l'on prend en compte ces facteurs naturels, mais aussi les conséquences des activités humaines, les gaz à effet de serre qui piègent de la chaleur, les particules de pollution et leur effet parasol, les changements d'usage des terres, vous voyez que dans ce cas, le changement simulé est égal au changement observé, qui ne s'explique que par les conséquences des activités humaines. Prenons un peu de recul maintenant, et toujours en noir, ce réchauffement qui est observé directement, comparons-le aux reconstitutions des variations passées de température à partir des archives naturelles du climat, le travail des paléoclimatologues. Vous voyez que l'ampleur et le rythme du réchauffement actuel sont sans précédent depuis plus de 2000 ans. La dernière décennie sort de la plage estimée la plus chaude à l'échelle de plusieurs siècles au cours de la période chaude actuelle, et c'est la plus chaude observée ou estimée depuis plus de 100 000 ans. Donc nous sommes devant une situation de rupture. L'ampleur des changements récents sont sans précédent à l'échelle de multiples centaines, milliers ou même millions d'années. Quelques exemples. La teneur en CO2 dans l'atmosphère augmente. Nous injectons du dioxyde de carbone. 80 à 90% de la hausse récente est due à l'utilisation d'énergies fossiles, charbon, pétrole et gaz. Le reste est lié au changement d'utilisation des terres. Sur la hausse de la concentration en CO2 dans l'atmosphère, nous avons de la chance. Les puits naturels, l'océan, la végétation, les sols, captent environ 56% de nos émissions et le reste s'accumule dans l'atmosphère. Le niveau qu'on observe aujourd'hui à plus de 410 parties par million, il est le plus élevé depuis au moins 2 millions d'années. L'océan accumule de la chaleur. Il récupère en fait près de 90% de la chaleur supplémentaire qui ne part plus vers l'espace du fait de l'influence humaine. En se réchauffant, il se dilate. Et puis les glaciers, les calottes de glace, Groenland, Antarctique, réagissent aussi au réchauffement et en fondant contribuent, avec la dilatation de l'océan, à la montée du niveau des mers. Elle a monté d'environ 16 cm depuis 1900. Cette montée du niveau des mers, qui accélère au cours des derniers 40 ans, est la plus rapide depuis au moins 3000 ans.
La glace de mer près du pôle Nord, la banquise arctique, se réduit tout au long de l'année, et en particulier à la fin de l'été. Le niveau de glace de mer de la dernière décennie est le plus réduit depuis au moins 1000 ans. Et enfin, le recul généralisé des glaciers, que l'on voit en France, mais comme partout ailleurs dans le monde, à quelques exceptions près, ce recul des glaciers est sans précédent depuis au moins 2000 ans également. Et puis, il est incontestable que ce sont les activités humaines qui sont à l'origine de ce changement climatique, avec une vision plus précise du rôle de chaque facteur, et puis également une vision plus claire de la manière dont l'influence humaine n'affecte pas que des tendances à l'échelle planétaire, mais aussi des événements extrêmes ponctuels. Vagues de chaleur, précipitations intenses, dans certaines régions sécheresse, ou bien peuvent renforcer l'intensité des cyclones tropicaux les plus intenses. Alors, revenons sur cette influence humaine. Donc, vous avez en barre le réchauffement tel qu'il est observé au cours de la dernière décennie par rapport à la période pré-industrielle, c'est en gris. En rouge, vous avez l'estimation de l'influence humaine totale. Et peut-être le point le plus important à retenir, c'est que notre meilleure estimation du poids de l'influence humaine sur le réchauffement observé, c'est que son intégralité est due à la conséquence des activités humaines. Ce fait, il est solidement établi par de multiples approches. Il reste souvent très mal compris, très mal connu, y compris par les décideurs politiques ou l'ensemble de la population. Alors, qu'est-ce qui réchauffe le climat? Ce sont essentiellement nos rejets de gaz à effet de serre. Et vous voyez que l'effet sur la température de nos rejets de gaz à effet de serre est plus forte que ce qui est observé, parce que c'est en partie masqué, à hauteur d'environ un tiers, par l'effet refroidissant direct et indirect des particules de pollution, celles qui sont toxiques en matière de qualité de l'air et de santé humaine, et qui ont un effet parasol concentré près des grandes agglomérations et éphémère. Bien sûr, nous prenons en compte les facteurs naturels, vous l'avez vu, l'activité du soleil, des volcans, d'autres facteurs pour les changements passés. Nous prenons également en compte la variabilité spontanée du climat, les fluctuations entre l'océan et l'atmosphère, qui façonnent la variabilité d'une année à l'autre et qui jouent à l'échelle régionale, de manière importante, même à l'échelle d'une décennie ou plus. Par contre, ces facteurs naturels n'ont aucun effet sur des tendances, typiquement à l'échelle de plusieurs décennies, à l'échelle du siècle. On a également une vision de plus en plus fine, facteur par facteur. Alors vous trouverez une masse d'informations dans notre rapport. Je veux juste mettre l'accent sur le fait que les deux facteurs qui réchauffent le plus, ce sont les émissions de dioxyde de carbone, en particulier dues à l'utilisation d'énergies fossiles, avec un effet cumulatif et des conséquences pour l'acidification de l'océan. Et ensuite, le second facteur qui joue le plus, ce sont les émissions de méthane, des émissions qui ont conduit à des concentrations qui ont augmenté très vite sur la dernière décennie, tirées à la hausse par le secteur des énergies fossiles et par certains secteurs liés aux activités agricoles. Le méthane, lui, a une durée de vie très courte. Et plus largement, l'influence humaine est le principal facteur. Ça veut dire que c'est responsable de plus de la moitié des changements pour le réchauffement de l'océan en surface et en profondeur et son acidification. C'est également le principal facteur de nombreux changements visibles dans les zones gelées, donc ce qui touche à la cryosphère, le recul global des glaciers depuis les années 90, la baisse de 40% de la banquise autour du pôle Nord depuis les années 79, à la fin de l'été, ou bien la diminution du manteau neigeux au printemps depuis les années 1950. L'influence humaine, elle joue aussi et elle pèse, elle contribue à des changements dans la répartition des précipitations. Elle contribue également depuis les années 90 à une fonte croissante à la surface du Groenland. Elle contribue également à une perte d'oxygène dans les couches de surface de l'océan, ce qui est important pour la vie marine. Alors, je vous montre d'abord une synthèse en fait, de ces multiples changements qui sont observés et attribués aux conséquences de l'influence humaine. Puis après, je vous montrerai des figures un peu plus complexes. Donc, c'est le cas en fait pour les événements de chaleur extrême, aussi bien au-dessus des continents qu'en mer, et de nombreux événements très chauds qu'on a observés au cours de la dernière décennie auraient été hautement improbables s'il n'y avait pas eu l'influence humaine conduisant au réchauffement climatique. Dans de nombreuses régions et à l'échelle globale, les événements de pluie torrentielle, de très fortes précipitations, deviennent plus fréquents et plus intenses. Dans certaines régions, y compris en Europe de l'Ouest,
tout autour de la Méditerranée, les sécheresses, et en particulier les sécheresses qui touchent à l'humidité des sols, sont en augmentation. Des événements composites deviennent de plus en plus fréquents. Ces événements composites peuvent être des épisodes de submersion côtière et de fortes précipitations, donc une submersion par l'arrivée d'eau de mer et par des pluies importantes sur le continent. Cela peut être les conditions très sèches, très chaudes, venteuses, qui sont propices aux incendies et qui sont plus fréquentes, une des conséquences du réchauffement. Et puis du côté de l'océan, les vagues de chaleur marine qui affectent les récifs de coraux tropicaux, mais aussi bien d'autres formes de vie marine et ceux qui en dépendent. Ces vagues de chaleur sont 2 fois plus fréquentes depuis les années 1980, et ça s'ajoute à la perte d'oxygène et l'acidification. Alors, le changement climatique affecte toutes les régions habitées, et vous voyez en rouge, sur la figure du haut, des hexagones qui représentent les régions pour lesquelles on fait notre évaluation. Ce sont de grandes régions. L'Europe, c'est 4 régions, typiquement, à l'échelle de cette évaluation. Toutes les régions en rouge, c'est là où on détecte, à l'échelle régionale, pas à l'échelle globale, mais vraiment région par région, une augmentation des extrêmes chauds et avec une attribution à l'influence humaine. Les régions qui apparaissent sur la carte du milieu en vert, ce sont les régions avec une détection d'augmentation d'intensité, de fréquence et d'attribution sur le renforcement des épisodes de fortes précipitations. Dans de nombreuses régions, nous sommes limités par l'inaccessibilité des données à une résolution suffisante. Il peut y avoir des changements qui se produisent aussi à l'intérieur d'une même région, ponctuellement, et ça ne se reflètera pas forcément en moyenne pour cette région. Et enfin, en bas, vous avez là où on détecte une intensification des sécheresses au sens d'humidité des sols, donc les sécheresses qu'on appelle agricoles ou écologiques. Et c'est en particulier le cas pour l'Europe de l'Ouest et pour tout le pourtour de la Méditerranée, parmi aussi de nombreuses régions en Afrique. Je passe maintenant aux évolutions futures. Et le message à retenir, c'est qu'à moins d'une réduction immédiate, rapide et à grande échelle des émissions de gaz à effet de serre, limiter le réchauffement à un niveau proche de 1,5 degré, l'une des aspirations de l'accord de Paris sur le climat, sera hors de portée. Dans ce rapport, nous nous appuyons sur le progrès des connaissances vis-à-vis des processus climatiques, et en particulier les rétroactions, la manière dont le climat réagit quand on le perturbe. Nous utilisons les connaissances issues des climats passés, les phases chaudes, les phases froides, qui permettent de contraindre la réponse du système climatique, et puis les observations de la réponse en cours à l'influence humaine croissante. Cela nous permet d'estimer la sensibilité du climat. C'est une notion très importante, c'est de combien le réchauffement a lieu quand on double le niveau de CO2 dans l'atmosphère. Donc on a une meilleure estimation maintenant qui est à 3 degrés, qui n'existait pas précédemment. Et la plage d'incertitude pour cette sensibilité du climat, nous étions coincés sur la même plage d'incertitude depuis la fin des années 1970. Grâce aux progrès récents dans la recherche fondamentale sur le climat, cette plage d'incertitude a été divisée par 2, ce qui est une avancée considérable. Les estimations d'évolution future de la température que je vais vous présenter utilisent cette information. Donc on ne rapporte pas que les résultats des modèles de climat, on rapporte une estimation contrainte par notre compréhension qui utilise toutes les sources d'informations disponibles de la réponse du climat. Et les projections pour la montée du niveau des mers sont cohérentes avec celles pour la température et la sensibilité du climat. C'est également une avancée considérable. Alors voilà, nous on utilise 5 grands types de scénarios. Ce sont des scénarios socio-économiques qui impliquent une influence humaine sur le climat très différente en termes d'émissions de gaz à effet de serre, d'utilisation des sols, d'émissions de particules de pollution. Certains scénarios d'émissions très élevées ne prennent pas en compte de nouvelles politiques climatiques ou des progrès dans les technologies permettant d'avoir accès à une énergie bas carbone bon marché. Ce sont les scénarios les plus hauts que nous utilisons. Nous avons des scénarios intermédiaires avec des émissions de gaz à effet de serre qui stagnent à des niveaux proches de l'actuel. Je précise que les promesses faites en 2015 dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat, les contributions nationales, quand on les agrège, elles conduisent à une stagnation en fait, au niveau mondial des émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030. Et puis on examine également des scénarios de politique climatique ambitieuses ou très ambitieuses, les scénarios en bleu foncé ou en bleu clair, avec des émissions de gaz à effet de serre basses ou très basses.
En fonction de ces différents scénarios, notre estimation de la réponse de la température montre qu'on va vers un réchauffement autour de 1,5 degré dans les prochains 20 ans. Comment ça va se manifester? Ça va se manifester avec, pour une année donnée, des températures qui vont être de plus en plus chaudes, l'interaction avec la variabilité naturelle du climat et puis cette tendance au réchauffement. Autour des années 2030, pour une année donnée, il y aura une chance sur 2 que le niveau de température annuel dépasse 1,5 degré. C'est de cette manière-là que ça va se manifester. Je précise que ces projections ne prennent pas en compte des événements naturels ponctuels. On prend en compte un bruit de fond volcanique, mais bien sûr, il y aura ponctuellement des éruptions volcaniques qui vont se superposer à ces tendances. Si on regarde à plus long terme, donc les seuls scénarios qui permettent de limiter le réchauffement à un niveau très proche de 1,5 degré après l'avoir dépassé et revenir un petit peu en arrière, c'est le scénario d'ambition climatique la plus forte, d'émissions très basses. Et le scénario d'émissions basses, il conduit à dépasser 1,5 degré, mais rester en dessous de 2 degrés, avec notre plage la plus probable, tout au long de ce siècle. Les autres scénarios, donc des émissions qui stagnent au niveau actuel, conduisent à dépasser 2 degrés à horizon 2050 et dépasser 2,5 degrés ou bien davantage à la fin de ce siècle. Je précise que la dernière fois qu'on avait un niveau de température plus élevé de l'ordre de 2,5 degrés que le climat pré-industriel, c'était il y a environ 3 millions d'années. Donc c'est vraiment un changement qui peut être extrêmement rapide et extrêmement important à court, moyen et long terme si l'on ne réduit pas rapidement les rejets mondiaux de gaz à effet de serre. Donc, à quoi ça ressemble l'évolution des émissions mondiales de gaz à effet de serre dans les scénarios bas ou très bas? À partir du niveau actuel, où on met 40 milliards de tonnes de CO2 chaque année dans l'atmosphère, ce sont des scénarios avec une baisse de plusieurs pourcents par an, dans les deux cas. Dans le scénario très bas, le net zéro CO2 au niveau planétaire à horizon 2050. Dans le scénario bas, à horizon 2070. Net zéro, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire au niveau mondial, les activités humaines ne mettent pas plus de CO2 dans l'atmosphère résiduelle que les activités humaines ne sont capables d'éliminer et de stocker de manière durable. Ça ne prend pas en compte la réponse des puits naturels. Pour chaque fraction de réchauffement planétaire supplémentaire, 1,5 degré d'ici 20 ans, 2 degrés peut-être d'ici 2050 ou éviter, ou davantage. Davantage, c'est dans les scénarios de très forte émission. C'est aussi possible si on est à la limite haute de la réponse du climat pour un scénario intermédiaire. Donc on ne peut pas l'exclure. Pour chaque région, les tendances augmentent à mesure du réchauffement planétaire. Un réchauffement plus prononcé sur les continents, en France comme en Europe, que la moyenne planétaire, est particulièrement marqué autour de l'Arctique. La structure pour les changements de précipitation, elle est un petit peu différente. Pourquoi? Parce que le réchauffement climatique, le rejet de particules, le rejet de gaz à effet de serre affecte le cycle de l'eau. L'effet refroidissant des particules de pollution, c'est un effet asséchant. L'effet réchauffant des gaz à effet de serre, c'est un effet humidifiant pour de nombreuses régions. En réponse à nos rejets de gaz à effet de serre, la circulation atmosphérique change, ce qui va affecter la quantité de précipitations dans certaines régions. Mais en moyenne, avec une température plus élevée, l'atmosphère peut contenir plus de vapeur d'eau, et au-dessus des continents et des océans, l'évaporation est plus importante et plus rapide. Et cela va affecter l'ensemble du cycle de l'eau. Donc une intensification du cycle de l'eau global, un cycle de l'eau plus variable à l'intérieur d'une saison, mais aussi d'une année à l'autre, des modifications dans les pluies de mousson de manière complexe, en moyenne une hausse des pluies de mousson, mais région par région, des effets qui vont dépendre des émissions de particules de pollution et de l'évolution des émissions mondiales de gaz à effet de serre, avec des effets sur le début et la fin des saisons de mousson. Et enfin, des effets sur la sévérité des événements extrêmes, secs et également humides. Donc si on regarde la structure des changements de précipitation, vous voyez que pour chaque fraction de réchauffement supplémentaire, il y a une tendance à la hausse dans les régions tempérées ou froides, il y a une tendance à la baisse dans les régions de climat méditerranéen et également du côté de l'Amazonie en Amérique du Sud. Plus le niveau de réchauffement augmente, plus les changements de précipitation vont être intensifiés dans chaque région.
changement de température et d'évapotranspiration. Changement de précipitation, ça affecte le niveau moyen d'humidité des sols. Là, on ne parle pas de sécheresse, on parle du niveau moyen d'humidité des sols, en moyenne pour toute l'année, avec, pour chaque fraction de réchauffement supplémentaire, une tendance à la hausse dans les régions froides et une tendance à la baisse dans les régions de climat méditerranéen, où en fait il y a moins de précipitations, et dans les régions tempérées comme ici, où on a, même à précipitation inchangée, une augmentation de l'évaporation qui vide les sols plus vite et qui renforce le fait de diminuer la quantité d'humidité dans les sols. Donc, de nombreux changements dans le système climatique s'amplifient en relation directe avec le niveau de réchauffement planétaire. C'est également le cas pour la fréquence et l'intensité des extrêmes de chaleur. Le petit visuel que vous avez là porte sur les vagues de chaleur qui, en 1850-1900, ne se produisaient qu'une fois tous les 50 ans. Elles se produisent maintenant avec 1 degré de réchauffement 5 fois tous les 50 ans. Dans un monde 1,5 degré plus chaud, 9 fois. Dans un monde 2 degrés plus chaud, 14 fois. Et pour ce type d'événement, ce n'est pas uniquement plus fréquent, mais le record de température augmente. Donc pour toutes les régions, il faut se préparer à des événements nouveaux, plus intenses, pour lesquels on n'a pas nécessairement le retour d'expérience. Pour les précipitations torrentielles, les projections sont une augmentation de leur intensité de l'ordre de 7% par degré de réchauffement. En France, aujourd'hui, quand on fait des aménagements hydrauliques, souvent on regarde l'évolution de la pluviométrie des derniers 30 ans. C'est important de prendre en compte l'évolution de la pluviométrie des prochains 30-50 ans quand on dimensionne ces ouvrages, de sorte à être prêt à la variabilité, pas uniquement du climat d'aujourd'hui, mais à celle qui va venir dans les décennies futures. C'est également le cas en relation directe avec le réchauffement, de la réduction de la glace de mer arctique. Dans tous les cas, on s'attend à ce qu'avant 1950, il y ait une année avec plus du tout de glace de mer à la fin de l'été. Et puis bien sûr, plus le niveau de réchauffement sera important, plus ce sera fréquent, et plus le recul de la glace de mer sera important toute l'année. C'est aussi le cas pour la couverture neigeuse, c'est aussi le cas pour les sols gelés en montagne, comme du côté de l'Arctique. Je précise que, je disais tout à l'heure, il y a des conséquences multiples. Dans un climat qui change, quand on rajoute du CO2 dans l'atmosphère, l'océan va stocker plus de CO2. Quand on rajoute plus de CO2 dans l'atmosphère, la végétation et les sols vont stocker plus de CO2. Mais dans les scénarios correspondant à une augmentation forte des émissions de CO2, l'efficacité de ces puits de carbone, qui aujourd'hui récupèrent 56% de nos émissions, va diminuer. Donc ces puits seront moins efficaces, laissant une plus grande partie de nos émissions s'accumuler dans l'atmosphère. Du côté de l'océan, c'est des processus physiques, chimiques, mais aussi le mélange des masses d'eau. Du côté des terres émergées, c'est aussi affecté par les feux de forêt, c'est affecté également par le dégel des sols gelés, et des processus qui restent encore parfois mal représentés dans nos modèles. Donc c'est un point sur lequel je mets l'accent. Le changement climatique, vous l'avez vu, affecte déjà toutes les régions de la Terre de multiples façons et continuera à le faire. Les changements que nous subissons s'accentueront avec la poursuite du réchauffement. Dans ce rapport, vous trouverez une somme d'informations sur ce que nous appelons des facteurs climatiques générateurs d'impact. Quels sont ces facteurs? Des tendances, des moyennes, des valeurs au-dessus de seuils de tolérance qu'on connaît aujourd'hui. Par exemple, pour les extrêmes chauds qui affectent la santé humaine pour le travail en extérieur, ou bien qui affectent les rendements agricoles. Donc, nous avons cartographié ces facteurs générateurs d'impact sous la forme d'événements de chaleur ou de froid, d'événements qui touchent au cycle de l'eau, à la neige, à la glace, la vitesse moyenne ou les pics de vent, les effets sur le littoral, en particulier liés à la montée du niveau des mers, d'autres effets un peu plus complexes, et puis ce qui touche à l'océan. Pour un réchauffement planétaire de l'ordre de 2 degrés, par exemple, le fait de dépasser des niveaux de réchauffement dont on sait qu'ils provoquent des baisses de rendement agricole et qui peuvent se produire dans plusieurs régions qui sont des greniers à blé augmente très fortement par rapport à la situation actuelle. Donc, avec la poursuite du réchauffement, on projette que chaque région, l'Europe comme le reste du monde, fera de plus en plus l'expérience de changements simultanés et multiples de ces facteurs générateurs d'impact. Et plus le niveau de réchauffement sera prononcé, plus ils seront généralisés ou prononcés selon les régions. Environ un tiers de notre rapport est dédié aux informations climatiques à l'échelle régionale. Il y a eu des progrès considérables,
de production de connaissances. Et je voudrais presque faire un plaidoyer. S'il vous plaît, utilisez ces informations. Utilisez-la pour renforcer l'analyse de risque. Nous regardons également des événements à faible probabilité d'occurrence, mais potentiellement très fort impact, pour couvrir tout le spectre de l'analyse de risque, par exemple pour des infrastructures stratégiques. Utilisez ces informations pour les stratégies d'adaptation, bien sûr. Et c'est important pour de nombreuses décisions, et ce sera complété par l'analyse approfondie du groupe 2 qui prendra en compte aussi les vulnérabilités, les expositions, ce que nous ne faisons pas. Vous trouverez ces informations synthétisées sous forme de fiches régionales. Ces fiches régionales sont disponibles par exemple pour l'Europe, mais aussi l'océan, les régions de montagne ou les îles, qui concernent les territoires français d'outre-mer. Donc qu'est-ce qu'on attend pour l'Europe? Un réchauffement à un rythme plus élevé que la moyenne mondiale. Pour un réchauffement de l'ordre de 2 degrés ou plus, un dépassement fréquent de seuils critiques de chaleur. Des précipitations en hausse en hiver, plutôt dans le nord de l'Europe, et des précipitations d'été à la baisse, du côté de la Méditerranée, mais qui s'étendent vers le nord à mesure du réchauffement. Une augmentation des précipitations extrêmes dans la plupart des régions. On estime que une intensification également des sécheresses, en particulier autour de la Méditerranée, c'est une des régions clés par rapport à l'augmentation de l'aléa sécheresse. Pour la montée du niveau des mers, à part la mer Baltique, les projections autour de l'Europe, c'est au niveau de la moyenne mondiale ou davantage. Et puis c'est une augmentation également des événements extrêmes de très haut niveau marin du fait de la montée graduelle du niveau des mers. Ça entraînera un recul du littoral le long des côtes sableuses, tout autour du littoral européen. Et puis en montagne, dans les régions froides, un fort recul des glaciers qui va se poursuivre, des sols gelés, de l'étendue et de la durée de la couverture neigeuse, en particulier en moyenne montagne. Et vous voyez qu'en fait, en Europe comme ailleurs, il y a une multitude de changements dans les facteurs d'impact climatique qui sont déjà là et qui se renforcent pour chaque fraction de réchauffement supplémentaire. Nous avons un atlas interactif qui est disponible. Normalement, le globe doit tourner, ce n'est pas le cas, mais qui vous permet d'accéder aux informations climatiques, très utiles pour des acteurs de terrain, par exemple, mais aussi pour de l'enseignement, qui permet de manipuler ces données, de faire quelques analyses, de les représenter visuellement pour la région qui vous intéresse, pour différents horizons temporels, différents scénarios, différents niveaux de réchauffement au niveau global ou en zoomant à l'échelle régionale. Enfin, pour certains aspects dans la machine climatique, il n'y a pas de retour en arrière possible. Nous modifions le cycle global du carbone et il va continuer à être affecté par l'influence humaine à l'échelle de millénaires. Le réchauffement climatique tel qu'il est observé, on ne peut pas revenir en arrière parce qu'on a accumulé de la chaleur dans l'océan profond. Et puis on a mis en mouvement les composantes lentes de la machine climatique. L'océan profond, les glaciers, eux, ils réagissent à l'échelle de quelques décennies, mais les calottes polaires, elles, que l'on met en mouvement, elles réagissent à l'échelle de siècles et de millénaires. Donc cela concerne en particulier l'accumulation de chaleur dans l'océan. On estime que la température en moyenne sur tout le volume de l'océan pourrait augmenter d'un facteur 2 à 8 au cours de ce siècle, plus que cela n'a augmenté depuis 1970. On a déjà une fonte du Groenland et de l'Antarctique qui a été multipliée par 4 depuis 1990. La fonte du Groenland, elle va vraiment dépendre des émissions de gaz à effet de serre à venir, et on la contraint de plus en plus finement. Notre principale source d'incertitude, c'est ce qui se passe du côté de l'Antarctique. L'évolution de la glace de mer près de l'Antarctique, l'évolution de la calotte antarctique, les seuils éventuels conduisant à des glissements plus rapides dans certains secteurs, c'est là où il nous reste une incertitude importante, mais qu'on a prise en compte et qu'on a quantifiée dans ce rapport. Il est certain que le niveau de la mer va continuer à monter, et que ce sera le cas à l'échelle de siècles et de milliers d'années. Donc on illustre là qu'avec le niveau moyen des mers, une des composantes lentes qui réagit sur le très long terme. On reprend les 5 scénarios que vous avez déjà vus tout à l'heure, avec le même code de couleur, et vous voyez les projections à horizon 2100 de hausse du niveau des mers. Par rapport à 1900, plus de 50 cm dans le scénario d'émissions très basses. Dans le scénario intermédiaire, de l'ordre de 75-80 cm. Dans le scénario de très fortes émissions, on ne peut pas exclure d'atteindre 1 mètre à horizon 2100. Et si on prend en compte les processus d'instabilité de l'Antarctique mal connus, associés à une incertitude profonde,
on a estimé la contribution supplémentaire qui double quasiment, en fait, la possibilité de monter du niveau des mers dans ce scénario de très fortes émissions et avec ces processus mal contraints. C'est une information que nous ont demandé les gestionnaires de risques, les gestionnaires d'infrastructures, ceux qui planifient le développement des villes côtières. Ils ne veulent pas que le scénario où on a la plus grande confiance, ils veulent la plage maximale plausible, de sorte à l'intégrer dans leur prise de décision. Et si on regarde à horizon 2300, c'est plusieurs mètres dans le scénario bas. C'est une plage qui va sur 2 mètres jusqu'à 15 mètres pour le scénario de très fortes émissions de gaz à effet de serre. Les projections à l'échelle de plusieurs millénaires, elles sont cohérentes avec les connaissances que l'on a des phases chaudes à l'échelle géologique. C'est une source d'information importante qui montre qu'on comprend bien les facteurs importants qui vont conditionner la hausse du niveau des mers à très long terme. Je pensais à ça quand j'étais en vacances dans les Côtes d'Armor, sur le littoral, au niveau de la mer cet été. La bonne nouvelle, c'est que même si la montée du niveau des mers est inéluctable, on peut ralentir son rythme de manière importante en baissant rapidement les émissions de gaz à effet de serre. Et les autres changements qui dépendent directement du niveau de réchauffement, on peut les limiter et on peut les freiner. C'est le cas pour l'intensification des extrêmes et de multiples facteurs d'impact à l'échelle de la plupart des continents. Mais la condition, c'est limiter le réchauffement au niveau planétaire. Quelles sont, d'un point de vue des sciences physiques du climat, les conditions permettant de limiter le réchauffement? Réduire fortement, rapidement, durablement les émissions de dioxyde de carbone, mais aussi de méthane et d'autres gaz à effet de serre. Dans ce rapport, on met l'accent un peu plus sur le méthane, et je vais vous expliquer pourquoi. On prend en compte les enjeux climat, mais aussi les enjeux qualité de l'air. Et vous le savez, le méthane est un gaz à effet de serre puissant, mais sa concentration dans l'atmosphère conduit aussi à favoriser les pics d'ozone près des grandes villes. Il a une durée de vie courte, et donc si on réduit rapidement les émissions de méthane, on a un effet rapide, et ça peut contrebalancer le fait de perdre l'effet masque, l'effet refroidissant des particules de pollution, donc jouer dans 2 dimensions pour améliorer mieux la qualité de l'air que par la seule action pour le climat ou la seule action pour la qualité de l'air. Si on regarde les émissions futures à horizon 2100, dans chacun de nos scénarios, vous voyez que ce sont les émissions futures qui sont responsables d'un réchauffement supplémentaire par rapport au niveau actuel. Il n'y a pas d'inertie dans la réponse du réchauffement. Si on met les émissions à 0 maintenant, il n'y a quasiment pas de réchauffement supplémentaire. Donc c'est les émissions à venir qui vont le définir. Dans chacun des scénarios, des émissions très basses, basses ou autres, le premier facteur, c'est la deuxième colonne, qui va provoquer le réchauffement à venir, ce sont les émissions de CO2. C'est vraiment le premier facteur prépondérant. Et vous voyez que la première barre pour chaque panel de couleurs et la deuxième barre sont assez proches. La troisième barre, ce sont les autres gaz à effet de serre. Ils sont importants, mais leur importance en termes de niveau de réchauffement est moindre. Et puis la petite barre négative, ce sont l'effet des particules de pollution dans différents types de scénarios qui visent plus ou moins à avoir une ambition forte en termes d'action sur la qualité de l'air. Je précise que c'est un enjeu majeur en termes de santé publique. Ce rapport confirme ce que l'on savait déjà sur la physique du climat. Il y a une relation quasi linéaire entre le cumul des émissions humaines de dioxyde de carbone depuis la révolution industrielle, aujourd'hui et à venir, et le niveau de réchauffement à venir. Vous le voyez représenté en noir pour les observations jusqu'à aujourd'hui, et vous le voyez avec les cônes de couleurs pour les différents 5 scénarios d'émissions très basses, intermédiaires, élevées ou très élevées. Donc le message est très clair. D'un point de vue de la physique du climat, premier facteur, le dioxyde de carbone. Pour limiter le réchauffement climatique à un niveau spécifique, limiter les émissions cumulées de CO2 pour atteindre au moins des émissions nettes nulles, voire négatives. Et puis le deuxième point, c'est des réductions fortes, rapides et durables des émissions de méthane. Ça permettrait de limiter l'effet de réchauffement lié à l'amélioration de la qualité de l'air en réduisant la pollution par les particules, et donc de renforcer l'amélioration de la qualité de l'air. Et le dernier point, qui est un message important, l'action pour agir sur les émissions de gaz à effet de serre, elle est complexe. Elle touche à de nombreux secteurs d'activité.
Ce que l'on montre, c'est que si on réduit au niveau mondial les émissions de gaz à effet de serre, en quelques années, il y aura des effets perceptibles sur la concentration de gaz à effet de serre et de particules, avec une amélioration très rapide de la qualité de l'air par rapport à des scénarios d'émissions fortes ou très fortes. Et pour la tendance du réchauffement, les différences seraient perceptibles dans un délai d'environ 20 ans. C'est-à-dire, en gros, quand nos enfants auront notre âge. C'est à cette échelle-là que se jouent les choses vis-à-vis de l'action à mener pour les émissions de gaz à effet de serre. Le délai peut être plus long pour la montée du niveau des mers ou d'autres facteurs climatiques qui réagissent plus lentement. Je termine en fait en précisant que le climat que nous connaîtrons à l'avenir, ce rapport le montre très clairement, il dépend profondément des décisions que nous prenons maintenant. Dans ce rapport, vous trouverez une masse d'informations. Je me suis basée sur le résumé à l'intention des décideurs. Dans cette présentation, je vous ai montré quelques-unes des figures, un peu simplifiées, pas toutes. Vous avez l'Atlas interactif, qui est une ressource nouvelle, qui vous permet de manipuler l'information. Il y a un résumé technique qui peut être très utile pour les acteurs dans les administrations publiques, dans les entreprises, qui vous donne en quelques dizaines de pages la synthèse des éléments principaux de ce rapport avec des fiches thématiques. On a aussi une vingtaine de réponses à des questions fréquentes. Par exemple, que va devenir le Gulf Stream dans un climat qui se réchauffe? Donc, vous avez des fiches sur ce type de questions qui sont également disponibles. Et puis, ces fiches régionales. Et enfin, les données clés du rapport dans les chapitres, mais également pour le résumé pour décideurs, seront mises à disposition également de manière transparente. Je vous remercie de votre attention. Alors, je pense qu'il y a une session de questions qui est prévue. J'ai l'honneur de débuter. Philippe de Grissac, vice-président de la LPO. Je voudrais faire un lien avec la biodiversité, dont Madame la ministre nous a dit que c'était notre bien le plus précieux. Et bien sûr, j'acquiesce complètement à ça. Ce que vous en pensez au niveau micro et au niveau macro. Actuellement, dans des marais classés Ramsar et Natura 2000 près de Nantes, marais de Machecou, une entreprise s'établit avec un permis précaire, donc ce qui permet d'éviter pour tester des grandes voiles kite pour pousser les bateaux et faire des économies de carburant à ces bateaux-là. Donc peut-être que l'idée est bonne, je ne sais pas ce que vous en pensez sur le plan technique. Ceci dit, on ne comprend pas bien au niveau du lien qui doit être fait et que vous faites au GIEC entre le climat et la biodiversité, pourquoi on installe dans un marais classé Natura 2000 et Ramsar une entreprise qui va stériliser pendant plusieurs années ça. Et puis au niveau macro, qu'est-ce que vous pensez de la compensation carbone aussi des entreprises qui, se servant un petit peu de ce qui était prévu à Kyoto, vont faire des plantations en Afrique de résineux, d'eucalyptus et tout ça pour compenser leur émission carbone, pour éviter finalement de faire des efforts eux-mêmes. Bon, voilà, deux questions, micro et macro. Lien biodiversité, climat. Alors, malheureusement, vous ne trouverez pas la réponse dans ce rapport. Sur les liens climat et biodiversité, les récents rapports spéciaux du GIEC de 2018-2019 avaient mis l'accent sur l'ampleur des risques vis-à-vis de la biodiversité marine, terrestre, en fonction de l'ampleur du réchauffement climatique, de manière tout à fait cohérente avec les évaluations de l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, qui est l'IPBES. Donc ça, on l'avait couvert en termes d'impact et de risque. Et puis, vis-à-vis des options d'action qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs, il y a eu effectivement un atelier de travail commun, GIEC-IPBES, qui souligne l'importance de ne pas opposer les choses et, quand on recherche des solutions pour le climat, de les faire de sorte à être au mieux neutres, voire bénéfiques pour les enjeux de biodiversité. C'est quelque chose qui est très clairement souligné. Alors, je ne connais pas en détail l'exemple que vous citiez du côté de Nantes, donc je ne peux pas vous répondre sur le micro précisément. Mais la question de la pression sur les terres,
la question de limiter l'influence humaine, pas uniquement sur le climat par les émissions de particules de rejet de gaz à effet de serre, mais aussi de maîtriser la pression sur les terres, qui est le premier facteur de perte de biodiversité. C'est un enjeu qui est extrêmement important et qui est souligné dans l'ensemble des récents rapports du GIEC. Et vous trouverez bien plus d'informations sur cela dans le rapport du groupe 2 qui sortira en début 2022, qui aura un chapitre sur les écosystèmes terrestres, marins et aquatiques, et le rapport du groupe 3 qui regarde spécifiquement sous l'angle du secteur utilisation des terres, agriculture, foresterie, les options d'action, leurs limites, leurs bénéfices, leurs coûts, leurs effets indésirables. Dans notre rapport, nous soulignons que certaines options pour éliminer du CO2 de l'atmosphère et le stocker de manière durable peuvent avoir des effets secondaires néfastes vis-à-vis de l'utilisation des terres en particulier. Donc ce sont des points importants de vigilance, mais ça dépend de la mise en œuvre, de l'échelle, de la méthode. Et par ailleurs, donc, sur la question de la compensation carbone, vous voyez que dans notre rapport, on est très précis. Quand on parle de net zéro CO2, c'est au niveau planétaire, et c'est émissions résiduelles liées à l'influence humaine, compensées par des actions pour éliminer et stocker durablement du CO2 de l'atmosphère. Il y a souvent un flou important sur l'utilisation de la compensation carbone, parce que c'est parfois quelque chose qui est fait sans réduire les émissions d'un acteur. C'est parfois quelque chose qui est fait avec une difficulté à évaluer l'effet réel sur les émissions ou les éliminations de gaz à effet de serre. Et puis, donc nous, ce qu'on fait dans le rapport du groupe 1, on donne des définitions précises pour ce que l'on aborde. On souligne les questions posées par l'utilisation de métriques pour travailler en gaz à effet de serre équivalent. Il y a différentes métriques qui donnent des résultats qui peuvent être différents et qui posent elles-mêmes des questions éthiques. Et par ailleurs, on a dans le glossaire une définition de la neutralité carbone, telle qu'elle est utilisée couramment, en fait, comme vous le soulignez, en précisant la différence avec le net zéro CO2 global. Et je pense que à titre personnel, cette fois, il y a vraiment besoin d'avoir une exigence de transparence et une exigence d'action pour réduire les émissions de gaz à effet de serre que ne mettent pas toujours en œuvre des affichages de compensation carbone. Oui, bonjour, Véronique Badet, c'est l'hebdomadaire Pèlerin à Bayard. Vous avez commencé votre exposé en insistant sur les progrès qui ont été faits dans les connaissances pour ce groupe, ce 6e rapport, pardon. Vous avez évoqué la sensibilité du climat à l'équilibre à 3 degrés. Oui. J'avoue ne pas comprendre l'importance de cet apport. Oui. Et par ailleurs, deuxième question, quand est-ce qu'il y aura une traduction en français de cette première partie du 6e rapport? Merci. Alors, donc, au niveau de l'évolution de la température à la surface de la Terre, si vous perturbez le bilan d'énergie de la Terre, vous allez déclencher un ensemble de réactions. Par exemple, si vous réduisez l'enneigement et l'englacement, vous allez perdre l'effet miroir des surfaces blanches et ça va amplifier le réchauffement. Quand la Terre se réchauffe, ça change le profil de température dans l'atmosphère, la quantité de vapeur d'eau, le type de nuage, avec des effets nets qui sont réchauffants et qui sont bien mieux compris maintenant qu'il y a quelques décennies. Et puis, quand vous piégez de la chaleur, il y en a une partie à contraindre. Donc, la sensibilité, c'est, vous partez de 1850, vous doublez le niveau de CO2 dans l'atmosphère par rapport au niveau pré-industriel, vous attendez plusieurs siècles. Qu'est-ce que ça donne en termes de réchauffement quand tous ces processus, les processus rapides et les processus plus lents, ont joué leur rôle? C'est une notion qui a été introduite dans les années 1970. Ça a fait l'objet d'un rapport de l'Académie des sciences américaines, remarquable, en 1979. Les bases, en fait, des sciences du climat, elles étaient déjà posées à ce moment-là. Et depuis même le premier rapport du GIEC en 1990, il y avait une vraie difficulté à évaluer la meilleure estimation de cette sensibilité du climat et à réduire l'incertitude sur la plage plausible. L'incertitude, typiquement, c'était une réponse qui allait de 1,5 degré à 4,5 degrés. Dans ce rapport, sur la base de travaux récents, auxquels ont contribué d'ailleurs des chercheurs français, on a une meilleure estimation qui est autour de 3 degrés, avec une plage qui va de 2,5 degrés à 4 degrés.
donc une forte réduction de l'incertitude associée, quasiment d'un facteur 2. J'espère avoir été claire. Pour les traductions en français, donc il y a un groupe de citoyens que je ne connais pas, qui a fait une traduction inofficielle que je n'ai pas relue. Elle est disponible en farfouillant un peu sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, donc, la traduction officielle, ça passe par une traduction initiale par des traducteurs assermentés de l'Organisation météorologique mondiale, et ensuite une phase approfondie de relecture par les scientifiques qui ont rédigé le rapport et qui connaissent bien l'utilisation des termes techniques scientifiques dans chaque langue. Ça prend plusieurs mois, donc j'espère qu'on pourra avoir, en tout cas pour le résumé à l'intention des décideurs, les traductions relues, définitives, au moment de la COP26. Ça sera aussi le cas pour le glossaire. Ça sera peut-être un petit peu plus long pour le résumé technique et les questions fréquentes, qui font aussi l'objet d'une traduction. Et on travaillera aussi à traduire l'atlas interactif. Les 2 langues aujourd'hui disponibles, je pense, c'est l'espagnol et l'anglais. Et on envisage également d'avoir une traduction des termes permettant de naviguer dans l'atlas interactif. Bonjour, je suis Isabelle Malsain, journaliste à l'agence France Presse. Je voulais juste savoir, est-ce que vous pouvez revenir sur les causes premières des émissions de méthane? Est-ce que c'est l'industrie pétrolière? Est-ce que c'est l'élevage de vaches? Est-ce que c'est la méthanisation? Est-ce qu'on a des pourcentages pour ça? Alors, vous trouverez les pourcentages de manière détaillée dans notre chapitre 5. Je ne les ai pas parfaitement en tête devant vous. La chose sur laquelle j'ai insisté, c'est la hausse forte de la concentration de méthane dans l'atmosphère depuis 2007, donc la période la plus récente, celle qui fait l'objet de la mise à jour des connaissances dans ce rapport, qui a été tirée à la hausse par le secteur des énergies fossiles. Donc ça peut être des fuites dans des mines de charbon, dans la distribution du gaz dit naturel qui est du gaz fossile, et ça peut être également donc les émissions de méthane. Le deuxième terme, ce sont des activités agricoles, et en particulier qui touchent à l'élevage de ruminants au niveau mondial. C'est l'évaluation qui en est faite sur la période 2007 jusqu'en 2019 dans notre chapitre 5. Ça ne reflète pas l'ensemble des sources qui jouent d'une année à l'autre et qui représentent l'ensemble des facteurs de la hausse depuis la révolution industrielle. Laurent Miguel, journaliste au Moniteur des travaux publics et du bâtiment. Vous vous êtes adressé aux gestionnaires d'infrastructures en leur disant « s'il vous plaît, utilisez notre rapport ». Est-ce que vous pouvez étayer ce message? Comment peuvent-ils utiliser le rapport? Est-ce que le rapport peut-il aller jusqu'à donner des éléments pour décider de ne plus construire certaines infrastructures qui seraient déraisonnables compte tenu de l'ampleur des hauteurs, par exemple, de digues, s'il s'agit de la montée des océans? Alors, notre rapport, en fait, ce n'est pas quelque chose à vocation opérationnelle. Ça fait le point sur les meilleures méthodes, ça fait le point sur l'information à l'échelle de grandes régions, comme vous l'avez vu. Souvent, le besoin d'information d'acteurs dans un secteur comme celui qui porte sur les infrastructures du bâtiment, ce sont des informations plus fines, à une échelle plus locale. Et ça demande parfois, au-delà de l'image d'ensemble que l'on donne, de s'appuyer sur une expertise plus fine, propre à chaque région. Cela fait l'objet du développement d'un secteur d'activité qu'on appelle les services climatiques. Vous allez mobiliser en fait des chercheurs en sciences du climat, des acteurs de terrain avec leur expertise, leurs connaissances, leurs besoins et leurs questions, de sorte à construire ensemble une information climatique rigoureuse, mais utile en appui à la prise de décision. Donc notre rapport n'est pas une offre de services climatiques, mais par exemple pour des besoins de formation, il permet d'utiliser l'information climatique de sorte à comprendre et cartographier peut-être les enjeux propres à chaque secteur. Au-delà des fiches régionales que vous avez vues, nous allons également préparer des fiches sectorielles. C'est le travail de ma collègue Nadako à Paris-Saclay, qui souhaite d'ailleurs échanger avec des acteurs de terrain de différents secteurs pour ces synthèses sectorielles, issues vraiment uniquement de l'information physique du climat. Et je sais qu'il est également prévu de faire un résumé à l'intention des décideurs urbains
des 3 gros rapports de ce 6e cycle d'évaluation, donc courant 2022. Bonsoir, Carole Fillard, En Commun et animatrice Fresques du Climat. Merci 1000 fois pour la clarté de vos propos. Qu'en est-il des points de bascule? On entend parler de risques d'emballement, en particulier avec la fonte du pergélisol et l'impact sur le méthane. Et deuxième question personnelle, est-ce que vous avez eu une surprise? Vous avez travaillé sur les précédents rapports. C'est quoi votre surprise éventuelle de ce rapport-là? Merci. Alors, sur la question des points de bascule, c'est évalué dans notre rapport. C'est associé à une incertitude qui reste très large. Donc, ce qu'on souligne, c'est que des éventualités à faible probabilité d'occurrence, mais potentiellement très fort impact, donc quand on passe un seuil et après que ça conduit à une réaction brutale, on ne peut pas les exclure. Les exemples que l'on donne sont les suivants. Une dislocation rapide de certains secteurs de l'Antarctique. On évalue aussi la possibilité d'un arrêt brutal de la grande circulation de l'océan Atlantique, ce qu'on appelle la circulation méridienne de l'océan Atlantique, le dépérissement à grande échelle de forêts en Amazonie, et puis également des événements composites, donc des extrêmes très chauds, très secs par exemple, ou plusieurs types d'inondations en même temps, ou alors une réponse du climat qui est vraiment dans la plage haute de ce qu'on a évalué. Donc ça fait partie des points qu'on souligne. Il est très difficile d'évaluer leurs conditions de mise en œuvre. Les analyses du nouvel ensemble de simulations climatiques qu'on a utilisées sont encore très limitées dans cette direction-là. Nous, on évalue l'état des connaissances tel qu'il est là. Par contre, ce qui sort clairement, et en particulier par rapport à des informations issues de climats passés, c'est que plus le niveau de réchauffement est important, plus ce type d'événement peut se produire. Alors, si je prends un exemple, le risque de changement brutal de la circulation méridienne de l'océan Atlantique, on n'a pas des conclusions très nettes sur ce qui est observé récemment parce que plusieurs jeux d'informations sont contradictoires. Les mesures directes sont trop courtes et les mesures indirectes ne sont pas des indicateurs fidèles du mélange des masses d'eau. Dans les modèles de climat, il y a un ralentissement important, plus le réchauffement est élevé au cours de ce siècle. Donc on ne peut pas exclure une réaction brutale, mais dans les simulations qu'on a passées en revue, ça ne se produit pas ce siècle. Voilà, c'est un exemple de l'approche qui est donnée. Et au niveau de la surprise, alors je ne vais pas mettre l'accent sur la partie scientifique, même si en fait quand on a construit ce rapport, on l'a pensé différemment. On l'a pensé en le concevant pour qu'il permette d'intégrer plusieurs sources d'informations différentes. Donc on n'a pas un chapitre sur les climats passés, ou on s'est intégré avec les autres sources d'informations, par exemple. Pour moi, la surprise, ça a été l'immense motivation des chercheurs à passer un temps fou sans être rémunérés, en plus de leurs autres activités, pour rédiger ce rapport. Plus de 1000 candidatures, ça a été très difficile de retenir les 234 auteurs. Ce qui a été aussi surprenant, c'est parfois les difficultés à travailler ensemble quand on mêle des chercheurs plus juniors, plus seniors, des hommes, des femmes, de toutes les régions du monde. Et donc on a aussi mis en place des méthodes de travail inclusives et participatives. Et je pense que ça a donné beaucoup de profondeur à ce rapport en faisant en sorte que chacun puisse le mieux possible contribuer. Je vais vous donner juste un exemple. On a des échéances terribles à chaque fois. Et selon la région du monde où on est, le rapport aux échéances n'est pas le même. Et donc, arriver à clarifier les choses et l'exprimer, c'est important. On a des gens qui sont très à l'aise en anglais et d'autres moins, mais qui sont de brillants scientifiques. Quand on a une discussion rapide de brainstorming en tour de table, ceux qui ne sont pas natifs anglophones se sentent parfois exclus. Donc ça demande aussi d'avoir une communication écrite qui complémente la communication orale, et aussi comprendre les codes culturels de chacun. Dans chaque région du monde, le rapport, par exemple, à la hiérarchie n'est pas le même selon les régions. Voilà. Et donc, le fait de mettre ça en place avec des consultantes canadiennes, d'ailleurs, ça nous a vraiment permis, je pense, de tenir le choc du travail uniquement en ligne après la pandémie et d'avoir un dévouement des auteurs spectaculaire. La session d'approbation de 2 semaines, fin juillet, début août, c'était, je crois, 186 heures de réunion virtuelle en 2 semaines. Ça vous donne un ordre de grandeur de la charge de travail. Et pour moi, ça a été la grande surprise. Et la grande fierté, c'est de voir que ces auteurs ont été sollicités partout dans le monde pour apporter leurs compétences, leurs connaissances, partout dans le monde, en fait, quelles que soient les régions. Et je pense que ça, c'est vraiment un résultat majeur de ce cycle d'évaluation.
Oui, merci. Luc Servant pour les chambres d'agriculture de France. Deux questions. Une première d'ordre plus général. Si la principale source de CO2, c'est finalement parce qu'on brûle du pétrole et du charbon, est-ce que dans l'état actuel de connaissance des stocks de pétrole et de charbon, on irait à un niveau, au même niveau actuel de rejet jusqu'en 2100? Ou alors est-ce que, même si je comprends bien que l'urgence est de toute façon de réduire, est-ce qu'on peut se dire qu'il arrivera un moment donné où il n'y aura plus le pétrole et le charbon et que de toute façon il y aura une baisse du rejet? Première question. Et sur la deuxième question, plutôt là, sur l'agriculture, vous l'avez un peu évoqué, hein, donc vous avez parlé des émissions. Il y a aussi la question du restockage. Est-ce que finalement l'agriculture a un rôle à jouer sur le restockage? Nous, on se pose beaucoup de questions là-dessus. On va être très preneur, je crois, d'éléments scientifiques pour savoir s'il faut le faire ou pas. Vous l'avez évoqué, il y a parfois des conséquences qui sont finalement à l'inverse de ce qu'on recherche. Donc est-ce que le travail a été fait là-dessus? Alors, donc sur la question des stocks d'énergie fossile, donc, nous, en fait, on est des physiciens du climat. On ne fait pas l'évaluation de la plausibilité de différents types de scénarios. C'est vraiment un travail d'experts de l'énergie, de l'économie de l'énergie. Et ce sera en particulier abordé dans le rapport du groupe 3 du GIEC. Ce sur quoi on met l'accent, c'est que s'il n'y a pas une action très forte pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, en particulier liées au CO2 fossile, charbon, pétrole et gaz, on aura un niveau de réchauffement qui ne fera que croître avec toutes les conséquences que l'on connaît. Et on a d'ailleurs utilisé dans notre rapport les impacts déjà observés dans le monde agricole, donc l'effet des inondations, l'effet des sécheresses, l'effet des extrêmes chauds, la saison de croissance qui change, le débit qui change quand on a l'enneigement en montagne qui évolue en fonction des saisons. Ça, on l'a utilisé pour définir nos facteurs climatiques générateurs d'impact. Et dans le chapitre 12 du rapport, vous avez la fiche en fait, qui décrit ce que c'est, ces facteurs climatiques d'impact. L'exemple qui est pris, c'est celui de l'activité agricole, en fait, la croissance de certaines plantes. Donc je n'ai pas complètement répondu à votre question, mais je pense qu'en filigrane, ce que vous comprenez, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'attendre que les stocks soient épuisés. Il s'agit d'actions délibérées. Voilà. Et puis l'autre chose, donc, par rapport à la question du stockage de carbone, donc, on a effectivement des éléments qui portent sur le stockage de carbone dans les sols. Il y a eu des avancées, mais il y a encore beaucoup de points qui restent à améliorer. Dans le chapitre 5, qui est dédié à la question du cycle du carbone, mais aussi des autres cycles qu'on appelle biogéochimiques, qui touchent aussi à l'azote et au méthane. Donc, dans les points importants sur le stockage de carbone dans les sols, il y a des effets, par exemple, de respiration. Donc, dans un climat qui se réchauffe, la respiration des sols augmente. Et donc, ça peut augmenter le déstockage de carbone stocké. Il y a d'autres facteurs liés à l'érosion, par exemple, quand on a des pluies torrentielles plus importantes. Et puis, le transport de ce carbone vers les cours d'eau et ailleurs, qui sont importants. Sur l'utilisation des terres, donc c'est un facteur de la hausse de CO2 par la déforestation nette. C'est à peu près 10% aujourd'hui, l'ordre de grandeur. Donc, l'utilisation des terres compte aussi pour le CO2. Et l'utilisation des terres, elle a aussi des effets sur les propriétés réfléchissantes des surfaces. Donc ça peut en fait exacerber l'effet de vague de chaleur, ou au contraire, ça peut les atténuer. Quand on a du couvert végétal qui renvoie du rayonnement solaire vers l'espace, qui fait de l'évapotranspiration, ça peut permettre d'amortir les vagues de chaleur aussi. Donc la question de l'utilisation des terres, il n'y a pas que le carbone, il y a aussi en fait la possible contribution pour atténuer, par exemple, autour des villes, l'effet des vagues de chaleur. Donc le couvert des sols sur une plus grande saison peut être quelque chose à creuser davantage de ce point de vue-là. Je n'ai pas complètement répondu, parce que votre réponse, votre question, je pense, elle demande d'être affinée par des questions plus précises. Ça pourrait faire l'objet de réunions dédiées si cela vous intéresse. Bonjour, Yvan Logvenov pour Agrapresse, par là-bas au fond. J'avais deux questions. La première, elle concerne peut-être votre rapport précédent. Est-ce que oui ou non, vous avez vraiment rehaussé la probabilité, le risque qu'on dépasse 2 degrés d'ici quelques dizaines d'années? Et la deuxième question porte sur le rapportage. Votre rapport, il est aussi scruté par tous les États qui doivent du coup enregistrer leurs émissions. Est-ce que ça va changer la manière dont on compte le CO2, le CH4? Et est-ce que vous seriez oui ou non favorable à ce qu'on sépare la comptabilité des gaz à effet de serre à courte durée de vie, comme le méthane, justement? Merci. Alors, sur la première question, pourriez-vous préciser à quel précédent rapport vous faites référence? Est-ce que c'est le rapport sur 1,5 degré de 2018 ou le précédent rapport du groupe 1 complet de 2013?
Je serais bien incapable de vous le préciser juste par rapport à vos dernières estimations. En gros, est-ce que oui ou non, par rapport à 2018, disons, est-ce que oui ou non, on a plus de chances de dépasser les 2 degrés qu'avant? Alors, en fait, on a abordé les choses d'une autre manière. Et si l'on compare des choses comparables, c'est-à-dire des scénarios de très forte baisse d'émissions, et l'estimation de la réponse du climat, on a des résultats tout à fait similaires avec le rapport de 2018 sur 1,5 degré. Ce rapport-là, il mentionnait en fait quand est-ce qu'on atteindrait un niveau d'1,5 degré, également en extrapolant le réchauffement observé. Dans ce rapport-ci, on est beaucoup plus précis, on explore toute une large palette de scénarios, on prend en compte la réponse du climat qui n'est pas la même en fonction du temps. Donc on a une méthode beaucoup plus, à mon sens, solide pour estimer quand est-ce qu'on pourrait atteindre tel ou tel niveau de réchauffement, et notre plage d'incertitude est plus réduite. Sur les budgets carbone résiduels, parce que c'est un des corollaires de ce que je montrais, la relation CO2 cumulé température, ça veut dire que pour limiter le réchauffement à un certain niveau, on a une marge de manœuvre qui nous reste, qu'on quantifie sous forme de budget carbone, puis ça peut se décliner à l'échelle nationale ou à d'autres échelles. On a des résultats qui sont également très cohérents avec le rapport sur 1,5 degré de 2018. On utilise une méthodologie très similaire qui prend en compte les puits naturels, qui prend en compte la réponse des sols gelés également. Et sur la question du rapportage, donc c'est les inventaires d'émissions, donc le GIEC a un groupe de travail dédié, un groupe portant sur les méthodes pour les inventaires d'émissions. Il a publié en 2019 une mise à jour des guides pour faire les inventaires d'émissions secteur par secteur. Donc c'est disponible en fait sur le site du GIEC. À titre, moi, personnel, je pense que oui, il y a un intérêt à séparer la comptabilité pour le CO2 seul à cause de son effet cumulatif, de son effet sur le vivant, de son effet sur l'acidification de l'océan, et puis de son rôle clé dans le réchauffement actuel à venir, des autres gaz à effet de serre. Dans le rapport du groupe 1, nous on sépare CO2, autres gaz à effet de serre, et dans les autres gaz à effet de serre, on distingue les mieux alignés, peut-être, des politiques publiques qui touchent à la fois à la question du climat et à la question de l'amélioration de la santé publique par la réduction de la pollution atmosphérique. Donc ça permettrait peut-être d'avoir cet avantage. Oui. D'accord. Oui, bonsoir, Anne-Laure Frémont du Figaro. Je voulais savoir comment vous appréhendiez... Pardon, comment vous appréhendiez la COP à venir? Est-ce que vous êtes optimiste? Et qu'est-ce que vous en attendez concrètement? Et est-ce que vous attendez justement du concret sur la question du méthane qui n'était jusque-là pas vraiment abordée? Merci. Alors, je dois avouer que j'ai eu très peu de temps disponible pour explorer les attentes et les points de travail de la COP26. Je sais qu'il y a eu des réunions préparatoires pendant que nous, on est en train de terminer notre rapport. La COP26, elle a été reportée d'1 an. Nous, notre rapport était prévu en avril, on l'a rendu au mois d'août. Je sais qu'il y aura un certain nombre d'événements qui seront organisés pour présenter ce rapport dans ce cadre. Et je sais que dans le cadre de notre rapport, il y a un ensemble d'informations qui sont pertinentes par rapport à tous les aspects de l'inventaire global de l'accord de Paris sur le climat. Et cette liste des points qui nous semblent pertinents, nous l'avons intégrée dans le chapitre 1. Il y a une table entière qui dit, voilà, nous pensons que ces questions et ces aspects de notre rapport sont pertinents pour tel et tel et tel aspect de l'inventaire global de l'accord de Paris sur le climat. Vous savez, la manière dont les rapports du GIEC sont rédigés, c'est une coproduction. Donc nous, on écoute au départ les questions que nous posent les représentants de tous les pays. On prend en compte les développements des connaissances. Les représentants de tous les pays participent, en fait. Ils proposent des auteurs, ils participent à la relecture, ils font l'approbation du rapport pendant 2 semaines, de sorte à ce qu'il soit très clair et aussi très solidement ancré dans l'évaluation approfondie. Donc nous, en fait, on a ce processus de coproduction et à la fin, ça permet de séparer ce socle scientifique qui est reconnu par tous les pays, approuvé par tous les pays, des négociations sur le climat. Donc nous, on est là, on sera disponible virtuellement peut-être, je ne sais pas, physiquement si possible, avec les auteurs du rapport des différentes régions. On va commencer à préparer un ensemble d'activités liées à la dissémination des résultats de ce rapport pendant la COP26, mais je ne peux pas vous en dire plus sur son utilisation.
Merci. La réunion est terminée.